Non, non, Big John. Non, là, non, pas du tout. Je fais jamais ça. L'un des événements télévisuels de cette année 2025, c'est certainement la sortie sur Netflix de la nouvelle saison de l'anthologie Monster. Après une première consacrée à Jeffrey Dahmer, une seconde au frère Menendez, voici que la troisième s'intéresse à celui qui est supposément le pire tueur en série de l'histoire américaine, Ed Gein. Qu'est-ce qui vous choque le plus au sujet d'Ed Gein? Comment s'y prenait-il? Quelle a été son enfance? À présent, je souhaite vous montrer une chose qui est bien pire que ce bol. Un type abominable, adepte de la mutilation de cadavres, dont le destin a inspiré quelques-uns des personnages de fiction les plus fameux du cinéma d'horreur, à savoir ceux de Psychose, de Massacre à la tronçonneuse ou du Silence des agneaux. Ed Gein, c'est le tueur ultime, l'idéal pour une série comme Monstre qui, comme son nom l'indique, s'est donné pour mission de s'inviter dans la tête des figures les plus monstrueuses de l'histoire. Derrière cette série, on retrouve à la production un personnage central dans la culture horrifique de ces dernières décennies. Ryan Murphy, un garçon très intrigant dont les obsessions et les excentricités ont peut-être, avec Ed Gein, atteint un point de saturation. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et pour en savoir plus sur l'homme qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on présente souvent comme le type le plus puissant de la télé américaine, ce qui n'est quand même pas rien, j'ai fait appel au service de mon camarade journaliste François Caux, qui anime l'excellent podcast Discordia et qui écrit dans Mad Movies, entre autres. François, à qui j'ai demandé pour démarrer, c'est qui Ryan Murphy? Alors Ryan Murphy, c'est un producteur, showrunner, réalisateur, scénariste, qui s'est surtout fait un nom à partir de la moitié des années 2000 avec la série Nip Tuck, qui était dans ce qu'on a nommé un peu hâtivement et généralement un nouvel âge d'or des séries américaines où il y avait beaucoup en fait de créations de renom, et Nip Tuck c'était un petit peu le côté sulfureux. Dites-moi ce que vous n'aimez pas chez vous. Mes fesses. Mon sexe. Chez McNamara et Troy, on vend du fantasme et du rêve pour satisfaire tous vos désirs. Tu veux que ce soit bon? Parfait. Il faut que je fasse le point. Mais la perfection a un prix. Jusque-là, notre seule éthique a été l'argent. Je veux récupérer mon fric. C'était quelque chose qui était assez vulgaire, avec un vulgaire assez vraiment assumé, revendiqué, très porté sur la sexualité et sur le mélange entre la sexualité et le gore, ce qui va devenir sa marque de fabrique. Il y avait déjà un petit peu tous ces démons-là, voilà, qui se sont exercés, multipliés sur 6 saisons. Avec dès la 3e un personnage de tueur en série sulfureux là aussi, qui s'appelait le découpeur en français, de Carver en VO. Et après, c'est quelqu'un qui a beaucoup surpris parce qu'il s'est dirigé vers la télé plus conventionnelle, entre guillemets, avec une série à succès qui s'appelait Glee, qui était la vie d'une chorale dans un bahut, et où le truc, c'est qu'en fait, il reprenait beaucoup de tubes de l'époque. Participer à quelque chose de spécial peut vous rendre spécial, vous aussi. Alors laisse donc ta clique de losers avoir leur gentil club, mais ne les laisse surtout pas croire qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils ne le sont pas. Trop génial! 2 ans après Glee, il a créé peut-être son show signature, American Horror Story, qui est en fait une collection d'anthologies. Chaque saison les saisons sont
plus ou moins indépendantes les unes des autres, même s'il peut y avoir des correspondances, des personnages qui reviennent, des thématiques qui reviennent, qui se font écho, et où en fait, en gros, l'idée, c'est de raconter l'Amérique à travers une facette horrible, notamment à travers ces personnages les plus horribles, les plus monstrueux, et montrer comment ce côté monstrueux infuse la pop culture, la culture en général, la psyché américaine, comment la psyché américaine s'est construite autour d'un amoncellement d'horreur, finalement. Et c'est quelque chose qui va se retrouver peu ou prou dans beaucoup de ses créations, en même temps que ce qui peut caractériser, on va dire, en gros, dans les grandes largeurs, le travail de Ryan Murphy, ce serait sa réappropriation de l'esthétique camp. Le camp, c'est quelque chose qui existe comme mot, comme référent depuis le début du XXe siècle, mais qui a été théorisé par Susan Sontag dans le milieu des années 60. Et c'est quelque chose qui, à la base, était propre et délimité à la culture gay, à la culture queer, et que Susan Sontag a un petit peu sorti de cette sphère-là pour appliquer à beaucoup de choses, à beaucoup de références, en disant, voilà, un meuble, un style de danse, un film peut être camp. Alors le camp, ça peut être... caractérisé par beaucoup de choses, mais c'est un certain sens de l'ironie, du grandiose, du grandiloquent, du baroque. On va exagérer quelque chose, pas pour s'en moquer, mais pour faire quelque chose d'extravagant à partir de cette matière-là. On qualifie beaucoup de créations de Ryan Murphy de camp parce qu'il y a ce côté outré, il y a ce côté vulgaire, flamboyant, et puis cette volonté de pousser tous les potards à 11. Il y a dès la saison 2 d'American Horror Story, moi c'est là où je me suis dit bon, c'est peut-être un peu too much parce qu'il se passait beaucoup trop de choses dans cette saison 2, qui se passait dans un asile psychiatrique où on avait un tueur, un ancien nazi, des extraterrestres, enfin ça devenait un peu la foire au grand n'importe quoi, mais ça se tenait en fait. Il y avait quelque chose de marrant, un côté un peu soap opéra, extrêmement gore, extrêmement violent, qui moi m'a rechopé en fait à la seconde vision. Et je me dis bon, d'accord, j'ai compris où tu veux m'emmener, continuons, allons-y. Got to find a way to get in. What's going on? Yeah, an accident. Get me out of this thing. What you put out into the world comes back to you. François, sa filmographie à Ryan Murphy, elle est paradoxale parce qu'elle se partage entre des trucs très niches ou très affiliés au cinéma de genre et des projets ultra mainstream, comme par exemple Mange Prix M avec Julia Roberts, dont il est le réalisateur. Oui, tout à fait. Après, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup appuyé sur ses différents collaborateurs. Alors, les principaux seront Brad Falchuk et Ian Brennan. Et puis, qui va effectivement mener des projets qui le passionnent, qui l'intéressent, des adaptations, très souvent, pour ce qui est du cinéma. Donc, Running with Scissors, notamment, et Mange Prix M. Et puis, oui, voilà, comme on le disait, passer de Nip Tuck à Glee, c'est un grand écart assez périlleux. Et même dans ce qu'il peut faire sur Netflix, des séries comme The Politician et même Hollywood, ce sont des choses qui sont beaucoup moins rentre-dedans, provocatrices que ce qu'il peut faire dans American Horror Story ou dans son anthologie Monster. Il cherche cet équilibre-là, il a envie de raconter la société américaine de plusieurs façons. Il a besoin peut-être parfois de sortir un petit peu la tête de toutes les horreurs qu'il peut emmagasiner. C'est un peu tarte à la crème, mais c'est quelqu'un qui va de projet en projet, qui a une boulimie créatrice, qui parfois peut le desservir. Mais bon, c'est quelqu'un qui est quand même passionnant à suivre, mais qui parfois t'épuise en fait. On l'a dit, François, chez Ryan Murphy, il y a un truc récurrent, c'est la fascination pour les tueurs en série. Et ça commence assez tôt dans sa carrière. C'est à partir de Nip Tuck, effectivement, où, pour tirer son épingle du jeu, donc de ce nouvel âge d'or des séries, il va pousser la vulgarité du monde qu'il aborde très 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 loin. Et la figure du tueur dans Nip Tuck, c'est le traitement et quasi catastrophique en fait avec le recul, mais à l'époque il fallait faire quelque chose de sensationnaliste, de très provocateur. C'est qu'à partir d'American Horror Story qui va vraiment en fait théoriser son approche
du tueur en série, de la figure du tueur en série. Alors c'est une figure qui est très ambivalente, la fascination pour le true crime, que ce soit aux États-Unis ou même en France, c'est quelque chose qui est qui est très dérangeant en fait, qui va interroger le rapport du spectateur à son propre rapport à la violence, à sa fascination pour les actes violents. Et c'est quelque chose qui va justement mêler à son esthétique camp. Et dans American Horror Story, ça peut être très déstabilisant parce que, comme je disais, ça peut friser parfois l'overdose dans la saison 2 et même dans la saison 9 qui s'appelle 1984, qui est en fait là aussi quelque chose qui va théoriser, qui est assez intéressant en fait, où il va interroger la figure du slasher. Le slasher, c'est un genre de film qui a été popularisé pendant les années 70, où on a un tueur qui va s'attaquer généralement à une bande de jeunes, qui va les tuer les uns après les autres, avec éventuellement une révélation finale, savoir que c'était l'un d'entre eux, etc., avec une arme blanche la plupart du temps. Et Ryan Murphy, en fait, et cette saison vont lier la fascination pour les tueurs en série à l'essor du slasher. Il va vraiment mêler les deux en convoquant des figures de tueurs en série qui ont vraiment existé, et faire des clins d'œil plus qu'appuyer à tous les jalons de ce sous-genre horrifique. This is the site of the worst summer massacre of all time. Rita, I totally understand the tradition. Our friend Brooke here had it for real, and we're not in the mood for some ghost story. American Horror Story, c'est une chose. C'est un grand 8 ludique, sensationnaliste, mais qui s'interdit pas de réfléchir et de mettre des choses en abîme. Son anthologie American Crime Story, donc basée sur des histoires vraies, on a toujours un petit peu un côté camp, mais avec une réflexion qui est beaucoup plus poussée. La première saison qui était consacrée à l'affaire O.J. Simpson, c'était beaucoup de mise en cause du traitement médiatique de l'affaire, l'essor en fait du traitement sensationnaliste. Dans Monster, en fait, c'est plus tangent parce que la première saison qui était consacrée à Jeffrey Dahmer, c'était là aussi quelque chose, une exploration mentale où Ryan Murphy et ses sbires, j'ai envie de dire, évitaient un traitement trop frontal, trop sensationnaliste, même si le dernier épisode fout un peu ça par terre, à mon sens. Et il essayait aussi de faire quelque chose qu'il avait rarement fait jusque-là, c'était de se focaliser et de donner la parole quelque part aux victimes, même si ça a été pas forcément bien reçu de leur côté. Mais il y avait au moins cette tentative-là. Il y a un épisode qui est réalisé par Greg Araki que je trouve très juste. Voilà. La saison 2, c'était plus compliqué parce que c'était consacré aux frères Menendez, dont l'affaire n'était pas encore tout à fait résolue. Il y avait la question de savoir si ils avaient inventé ou pas les abus dont ils se disaient victimes. Et la série la saison s'en sortait plus ou moins en faisant des pirouettes un petit peu camp sensationnaliste là aussi, et avec une représentation de la violence qui pour moi posait un petit peu problème parce qu'elle était complètement à contresens justement de cette approche là. Et la saison 3 consacrée à Ed Gein, c'est carnaval quoi. C'est carnaval, on revient à American Horror Story en mélangeant un petit peu tout, en ayant une approche camp, en faisant une espèce de... Et c'est ça qui m'a comment dire, pas dérangé mais agacé, on va dire, c'est que il y a quelque chose d'ironique, de facile dans toutes les assimilations qu'ils ont faites et où on met un peu tout au même plan, et c'est quelque chose en plus qui est vraiment périlleux à faire en ce moment par rapport à plein de thématiques que la série aborde. Il y a quelque chose de très sombre chez toi, Eddie Gein. Tu es répugnant. Seule une mère peut t'aimer. La question de la représentation du tueur dans l'œuvre de Ryan Murphy, c'est quelque chose qui est fascinant, qui est passionnant, et je trouvais que jusque-là, il s'en sortait toujours, parfois par des pirouettes, mais toujours avec un sens de l'équilibre instable, comme dans la saison 2 d'American Crime Story.
il représentait Andrew Cunanan, l'assassin de Gianni Versace, de façon parfois attachante. Il nous montrait ses failles, il nous expliquait d'où il venait, pourquoi il a agi comme ça, mais il n'y avait pas de complaisance, il n'y avait pas de volonté de légitimer ou d'excuser. Dans la première saison de Monster, Jeffrey Dahmer était représenté sous l'angle de son abandon total à l'alcool. C'était quelqu'un qui était montré comme complètement abruti par son addiction, complètement déresponsabilisé, qui n'assumait pas totalement ses actes, qui vivait ça dans un état second en fait. Dans le cas d'Ed Gein, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que s'il a pu avoir quelques licences poétiques, on va dire, sur les faits avérés ou pas dans le cas de Dahmer et des frères Menendez, là il y a énormément d'arrangements avec la réalité, d'inventions pure et simple parfois, d'extrapolation, de supputation, et moi c'est ça en fait qui m'emmerde là-dedans, c'est que dans l'absolu on a le droit de faire ce qu'on veut dans le domaine de la fiction. C'est pas la question de faire le normatif ou de faire le pisse froid. Par rapport à ça, on a le droit de faire ce qu'on veut. Voilà, c'est pas ça la question. Mais là, c'est présenté comme une anthologie vraiment basée sur la fascination pour le true crime. Et en fait, quand tu regardes les réactions à droite à gauche autour de la série, tu vois plein de gens sur internet qui disent mais vous saviez que, je ne savais pas que. Bah non, en fait, et pour cause, parce que c'est de l'invention, c'est de l'extrapolation pure et simple. Et d'autre part, il y a beaucoup de digressions et de comparaisons avec des choses qui peuvent se discuter dans l'absolu, mais là la façon dont c'est fait dans la série, moi je trouve ça consternant. En fait, le fait de mêler ça à la fascination pour les crimes nazis et de faire des scènes qui mêlent ça à une esthétique carnavalesque, comme je le disais. La série Ed Gein, c'est ça son problème, c'est qu'elle met tout à un pied d'égalité en racontant n'importe quoi, n'importe comment. La série a un problème de regard sur son protagoniste tout du long, jusqu'au dernier épisode où ça devient quelqu'un d'un peu attachant. Voilà, qui a un passé trouble. Et c'est complètement irresponsable, faut laisser le public en juger par rapport à là où il pose la morale, mais complètement non-sensique, consternant, mal écrit, mal joué et absurde en fait par rapport à tout ce qui précède. Moi, l'impression que ça me donne, tout ça, c'est que Ryan Murphy, il fait finalement pas de distinction entre fiction et réalité. Que pour lui, le cinéma, le true crime, les tueurs imaginaires ou les tueurs réels, ça fait partie d'un seul et même récit, qui est celui des États-Unis. Et ça fait aussi que tout se mélange du coup. Oui, c'est quelqu'un qui va se réapproprier l'histoire des États-Unis pour en faire de la fiction, pour alimenter en fait cette machine qui dénonce lui-même. Alors voilà, on pourrait toujours le taxer d'hypocrite, mais il le fait avec un jusqu'au-boutisme qui lui appartient et qui est reconnaissable entre mille. Il a une patte, il a un style, il a des actrices et des acteurs qui reviennent de série en série, il y a des correspondances, il y a des échos, donc il va alimenter cette confusion-là et cette fascination aussi pour cette histoire traumatisante qui est celle des États-Unis, qui est marquée par énormément de violence. C'est quelque chose qui va souligner à travers les différentes saisons d'American Horror Story, et il va aussi s'autoriser des réécritures de cette histoire. Il va réinterpréter certains faits, et la limite dans l'anthologie Monster, c'est que dans l'histoire d'Ed Gein, il y a beaucoup trop justement de liberté et de licence poétique dans un projet qui ne s'annonce pas dans la lignée de ce qu'il a fait auparavant, en fait. C'est-à-dire que dans ses autres œuvres, c'est clair, c'est assumé, c'est revendiqué, c'est un parti pris qui est passionnant. Et dans Ed Gein, en fait, j'ai l'impression que la série prend des choses, ces extrapolations pour acquises, et effectivement les déguise comme une forme de réalité, de vérité, en fait. C'est une série qui est très confuse, en fait, la série sur Ed Gein, et c'est ça qui m'emmerde, d'autant qu'elle pouvait pas arriver à un pire moment que dans le monde de 2025, dans les États-Unis de 2025, on est au moment du deuxième mandat de Donald Trump, dans un moment où les instances dirigeantes, les autorités comme le FBI, les médias néoconservateurs,
tente le plus possible d'assimiler la transsexualité à de la violence. Et c'est exactement ce que fait, j'espère à son corps défendant, mais franchement c'est pas évident, la série Ed Gein. Il y a une scène où la série se dédouane un petit peu de ça, en imaginant une discussion entre Ed Gein et Christine Jorgensen, qui a été la première figure médiatique de la transsexualité aux États-Unis. Mais derrière, la série se vautre complètement dans ce traitement-là, avec un autre personnage de tueur qui a vraiment existé, qui s'appelait Richard Speck. Ce que fait la série avec ce personnage-là, mais c'est consternant et c'est, pour le coup, irresponsable par rapport au contexte d'aujourd'hui, en fait. Pour finir, François, est-ce qu'on n'arrive pas un petit peu au bout de la fascination pour les meurtriers, les assassins, les tueurs en série, etc., qu'ils soient réels ou pas, avec ce genre de série comme Monster ? Je crois que la fascination pour le true crime n'en est pas à ses débuts, pas à ses prémices, mais on n'en est qu'à un cycle en fait, et ça va se continuer, ça va se perpétuer en fait. Et c'est quelque chose qui a toujours été là et qui va toujours être là, et ça n'arrête jamais. Et une série comme Ed Gein, malheureusement, va contribuer à ça. Merci à François Co pour ses réponses. Je vous invite à aller écouter les épisodes de son podcast Discordia, consacré au travail de Ryan Murphy. Il y en a plusieurs, notamment un tout récent sur la fameuse série sur Ed Gein et un autre sur American Horror Story, entre autres. Ils sont tous chaudement recommandés. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.